Bon, alors je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des sortes de cours de formation. Je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Alors ça se présente sous forme de cartes, les cartes du thérapeute qui peuvent s'appeler aussi les cartes outils psy du nom de ma chaîne, et c'est des cartes de repérage, un peu comme des cartes routières sur la route du thérapeute, d'une part, mais d'autre part, c'est des cartes qui serviront comme des sortes de jeux de cartes de moyens mnémotechniques. Donc, on en trouvera une dans chaque PDF qui sera associée à chaque vidéo. Donc, il y a moyen d'avoir une carte après chaque vidéo. Voilà. Alors, donc, je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont pratiques, efficaces, indispensables. Les cartes oranges, qui sont des interventions parfois utiles et parfois non souhaitables. Et les cartes rouges, qui sont les attitudes et les interventions qu'il vaut mieux bannir. Aujourd'hui, la carte d'aujourd'hui, ça porte sur ce que j'ai appelé le système A2, le SA2. Mais pour une fois, je ne vais pas vous en donner la définition d'emblée. Je vais d'abord commencer par vous présenter des points de repère théoriques qui expliquent et qui expliqueront cette définition. Ok ? Alors, ce que je veux souligner tout d'abord avant tout, c'est que la variable la plus importante dans l'accompagnement soignant, eh bien, c'est la qualité de la présence du thérapeute, la qualité de la présence du thérapeute. Il y a d'autres variables, mais elles sont toutes dépendantes en priorité de cet élément-là, cette qualité de la présence. Commençons par une incursion dans l'histoire de notre développement psychique. Dans cette histoire, on verra trois points importants. Le premier point, c'est l'empreinte de notre faiblesse. L'empreinte de notre faiblesse. Ça veut dire quoi ? Eh bien, du fait de l'immaturité du petit homme à la naissance, il est démuni de la plupart des câblages instinctifs qu'on trouve chez les autres mammifères. Donc, ne sachant quasiment rien faire, il devra tout apprendre de son environnement. C'est à la fois ce qui fait la force et la faiblesse de l'être humain. Sa force, pourquoi ? Parce que, devant tout apprendre, il développera une capacité de découverte infinie, sa vie durant. Mais sa faiblesse, parce que étant dépendant, impuissant, petit, démuni pendant de très très longues années, eh bien, nous garderons tous en nous l'empreinte de cette période, qui a été une très longue période d'enfance durant laquelle on était petit, pas capable de faire plein de choses par rapport à ce que les grands savaient faire, pas sûr de nous, et avec beaucoup de sentiments d'être un peu en dessous, d'être en déficit, quoi, par rapport à ce qui nous entourait. On était petits au milieu d'un monde de grands. Cette expérience a duré des années et des années, au moins jusqu'à l'adolescence. Et ce qu'il en reste, c'est une part de nous-mêmes qui se rappelle de ça, de ce vécu-là. Et cette part de nous-mêmes induit que on ne se sent jamais tout à fait pleinement réalisé, aussi fort que les autres, un peu, on se sent toujours il y a une partie de nous qui se sent toujours un peu petit, comme une empreinte qui murmurerait, il te manque quelque chose que les autres semblent avoir, il te manque quelque chose pour être vraiment fort et au point, etc. Au fond, en chacun de nous existe un ou une enfant trop petit pour se réaliser pleinement, trop petit pour être vraiment au point, impuissant, plein de doutes sur ses capacités. Évidemment, après, en grandissant, on va mettre au point de nombreuses stratégies destinées à se convaincre qu'on est enfin libéré de ça. Mais, et c'est là où ça nous concerne en tant que thérapeute, soignant ou accompagnant, lors de toutes les périodes de crise et de changement, cette empreinte
de faiblesse du petit enfant qu'on a été pendant si longtemps reviendra au premier plan. Donc, quand le patient consulte, il est justement en train de plus arriver à résoudre son problème et ça réveille en lui cette position infantile. Il est en situation de déficit narcissique. Donc c'était le premier point, l'empreinte de notre faiblesse infantile. Deuxièmement, cette position infantile qui est réveillée par la situation de crise réveille du coup inconsciemment des souvenirs primaires, ceux qu'on a connus au moment de l'établissement de notre contenant psychique. C'est quoi ces souvenirs primaires? Eh bien, au tout début de la vie, l'enfant est démuni et il est traversé par des émotions violentes et des sensations physiques extrêmes. Pourquoi il est traversé par des émotions violentes et des sensations physiques extrêmes? Parce que lui-même, il ne sait pas les gérer. D'où ces pleurs si fréquents, qui sont une façon non seulement de communiquer, mais aussi, tout simplement, de tenter la décharge de ces tensions émotionnelles et physiques, à défaut de savoir les contenir et les calmer. Et grâce à ce que Winnicott, célèbre psychanalyste anglais dont vous avez sans doute entendu parler, grâce à ce que Winnicott a appelé la maladie maternelle, la mère est capable de percevoir intuitivement tous les vécus de son bébé. Vécus qu'elle ressent comme si c'était les siens, au plus profond d'elle. Elle est branchée sur lui. Et quelque chose se passe en elle qui est en étroit lien avec ce que lui vit. Comme elle perçoit les vécus de son bébé presque comme si c'était les siens propres, elle peut par conséquent les accueillir et calmer son enfant. C'est ce qu'on appelle détoxiquer les impressions qui bouleversent ce bébé. Détoxiquer. Exemple. Elle lui donne le bain, elle voit qu'il manifeste son inquiétude en écartant les bras, en criant, et elle lui dit calmement et gentiment « Ne t'inquiète pas mon petit, l'eau est bonne, je te tiens bien, tu ne te noieras pas, etc. » Elle babille avec lui et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Eh bien, elle accueille ce que son enfant est en train de vivre, comme son intuition lui dit cela, avec justesse, parce qu'elle est fusionnée au psychisme de son enfant, et elle calme les vécus excessifs et non contrôlés de cet enfant. Progressivement, l'enfant va intégrer en lui ce contenant psychique maternel et il deviendra capable de contenir tout seul et de détoxiquer les vécus violents qui surviennent en lui, vécus émotionnels et somatiques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le contenant psychique. Donc, je pense que vous commencez à sentir comment ça se rejoue justement dans l'interaction entre le thérapeute qui accueille et le patient qui arrive bouleversé. Il y a quelque chose qui est réveillé de cette expérience primaire dans laquelle on avait commencé à construire notre contenant psychique en s'appuyant sur le contenant psychique maternel. Donc, premier point, l'empreinte de faiblesse. Deuxième point, le retour au lien avec le psychisme maternel. Troisièmement, la polarisation des systèmes. Ça veut dire quoi? Eh bien, en grandissant, l'enfant va devoir choisir et développer ses propres traits de caractère, ceux qui lui sont supposément spécifiques. Or, ce choix ne se fait pas au hasard. Il est dépendant des places libres, si on peut dire. Ainsi, par exemple, entre deux sœurs proches en âge, l'une étant agressive et affirmée, eh bien l'autre sera diplomate et réservé. Ou bien entre deux frères, l'un sera bon à l'école et l'autre bon en sport. L'un sera calme et maîtrisé et l'autre excité et impulsif, etc., etc. C'est un peu comme si plus on est proche de quelqu'un qui nous ressemble, plus on s'efforce inconsciemment de se différencier mutuellement en prenant chacun un aspect opposé, de façon à trouver sa propre identité, de façon à ne pas être exactement comme l'autre. Mais du coup, en prenant un aspect opposé, on se prive d'une partie des capacités possibles
celle que l'autre a développée de son côté. Si je suis diplomate et réservé, j'aurai beaucoup de peine à être agressive et affirmée, par exemple. Or, à certains moments donnés, cet aspect-là que j'ai mis de côté et que j'ai laissé à ma sœur et que je n'ai pas pris moi, me serait pourtant très nécessaire. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ces 3 points vont se retrouver dans la relation SA2. Et plus particulièrement, ce qui va être assez original, c'est que le point numéro 3, c'est-à-dire la polarisation des forces de frein et des forces de changement, va permettre quelque chose qui est assez inhabituel, c'est que si on se charge en tant que thérapeute des forces de frein, d'une certaine manière, on va permettre au patient de se libérer et de trouver en lui les forces de changement. Alors, ces 3 éléments vont se retrouver dans la relation soignante et seront à l'origine de l'importance du SA2 et de la nécessité du SA2. Retrouvons ces 3 points. L'empreinte de fragilité, la situation qui suscite la consultation. Eh bien, généralement, la personne qui vient, elle a essayé des tas de choses et elle n'y est pas arrivée à résoudre son problème. Et du coup, elle finit par perdre l'espoir de s'en sortir et par perdre le sentiment de sa propre compétence. C'est ce que les Américains dénomment hopelessness et helplessness. Hopelessness et helplessness. Comme vous le voyez, je ne suis pas américain d'origine. Perte d'espoir car le patient a essayé et essayé encore de résoudre son problème ou son symptôme et finit par perdre l'espoir de vraiment s'en sortir. Perte de confiance en ses capacités qui découle du sentiment d'avoir échoué à résoudre la question qui se pose à lui dans sa vie. Du coup, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sentiment de perte va appuyer le retour de l'empreinte de faiblesse infantile. Si bien que le consultant, même s'il n'en a pas l'apparence, est en fait à l'intérieur de lui envahi par son enfant intérieur inquiet et fragilisé, qui a repris beaucoup de force, de présence. Du coup, aussi, nous verrons dans d'autres cartes encore qu'il est de toute première importance que le thérapeute adopte une attitude qui redonnera confiance dans ses capacités et espoir de s'en sortir. Une carte verte est spécialement consacrée à ça et se manifestera par une confiance dans les capacités de la personne qui consulte et par des connotations positives sur tout ce qui manifeste ses capacités. Mais pour en revenir au SA2, on constate que l'infantile réveillé par la crise va induire aussi, au niveau inconscient, un retour au besoin d'être compris, soutenu, détoxiqué par le psychisme maternel primaire, tel que nous l'avions connu au début. Donc, du coup, en l'occurrence, il y a une sorte d'attente implicite de cet ordre envers le ou la thérapeute, une attente implicite d'être compris, contenu, détoxiqué. Donc, en plus du retour de l'empreinte de fragilité, il y a le retour au lien psychique avec la mère, le deuxième point. Or, ce qui caractérise le psychisme maternel dans cette époque où elle a en charge l'enfant démuni, c'est d'être capable de percevoir en elle-même ce que son bébé vit et ressent. Le thérapeute va donc tâcher de trouver cette même tournure d'esprit dans la relation thérapeutique. Et c'est là où on est au cœur de ce que je veux transmettre aujourd'hui. Ça va se faire de la manière suivante. En entendant les vécus du patient, le thérapeute va trouver en lui-même les souvenirs de sa propre vie durant lesquels il a vécu quelque chose de similaire. Et ça le fera s'approcher au plus près de ce qui se passe chez son interlocuteur et du coup vibrer de la même humanité. Il ne s'agit pas seulement d'empathie, comme on le sait toujours, c'est-à-dire voir les choses de la façon dont l'autre les voit pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais ça va plus loin, il s'agit de sympathie.
Sympathein, comme on dirait en étymologie grecque. Sentir ensemble de la même manière. La dépression de la personne qui consulte va lui rappeler ses épisodes dépressifs personnels. Le ras-le-bol de vivre lui évoquera aussi des moments de cet ordre qu'on a tous connus. L'humiliation, la faiblesse, l'impuissance, la déréliction trouveront leur écho au cœur du thérapeute. Évidemment, ça suppose que le thérapeute ait fait un travail le plus large et le plus approfondi possible dans le but, toujours un peu asymptotique bien sûr, que rien de ce qui est humain ne lui soit étranger. Ça suppose aussi qu'il ait pu s'approcher en lui de tout un tas de choses, de ses émotions, de ses fantasmes les plus problématiques, en sachant les contenir et les désamorcer par des frontières claires entre l'intérieur et l'extérieur, entre le fantasme et la réalité, et par un fonctionnement efficace de son préconscient. Tous ces différents points seront abordés au fur et à mesure dans des cartes spécifiques. À vrai dire, on ne peut être efficace et pertinent que si l'on a suffisamment de résonance intérieure avec la personne dont on s'occupe. C'est ce que j'appelle la danse de gémellité, une sorte d'échange dans lequel l'autre est notre jumeau, ou quasi-jumeau. Ça explique un peu aussi pourquoi c'est vraiment difficile d'envisager de faire une thérapie en face à face avec un psychotique. Pourquoi? Parce que sa psychose, sa folie est tellement quelque chose que l'on ne veut pas trouver en soi-même que du coup, le lien de gémellité n'arrive pas à se créer. Une personne psychotique, elle, sera traitée par une équipe. Chaque membre de l'équipe pouvant récolter et assumer un seul aspect du psychisme éclaté du malade. Cette danse de gémellité est au fond d'une importance capitale et ses avantages sont très nombreux. 1. La personne se sent entendue et comprise, car une part d'elle-même perçoit que le thérapeute est vraiment en vibration sur la même longueur d'onde. On perçoit ça, et du coup, une alliance forte en découle. Elle peut donc aller en confiance vers ses vécus douloureux ou inquiétants et les confier dans le but que ceux-ci soient vus à la bonne distance, soient contenus sans trop de peur et puissent, à terme, être détoxiqués comme lorsque la mère aidait à détoxiquer les vécus affolants. Le thérapeute, lui, voit l'autre comme un être humain, similaire à lui-même, et non comme une somme de symptômes débouchant sur une étiquette psychopathologique. Sa propre vibration intérieure, on peut penser à celle d'une corde de harpe qui vibre en harmonie avec celle qui lui est proche. Sa propre vibration intérieure lui permet de se sentir respectueux et bienveillant, sans se croire au-dessus ou en dehors de la problématique qui lui est amenée. Du coup, les deux peuvent marcher ensemble vers le cœur du problème, en alliance, vers ce qui fait peur ou mal. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils vont marcher ensemble en alliance, ils vont tenter de le résoudre ensemble. La qualité de cet échange entre deux êtres humains sensibles fait tout de suite la différence. Il n'est pas question d'un expert qui se trouve en dehors du vécu du patient. En psychothérapie, comme dans la science actuelle la plus pointue, on sait bien que l'observateur fait partie lui-même de la situation observée. D'ailleurs, à ce propos, dans une autre carte, il est question de l'erreur consistant à croire que garantir les compétences en connaissance de psychopathologie représente un point de repère fiable pour être un bon thérapeute. En fait, ça, c'est rien comprendre au processus psychothérapique. Celui-ci se déroule dans une ambiance très différente, avec un thérapeute impliqué et respectueux, et non pas avec un observateur distancié qui appliquerait une technique et des points de repère psychopathologiques. Concrètement, ça suppose que le thérapeute cherche lui-même le moment où il a pu ressentir la même chose que ce que lui confie son interlocuteur. Il est donc
à la fois à l'écoute de l'autre et à la fois à l'écoute de lui-même. Ses images, ses impressions, ses souvenirs, ses sensations, ses fantasmes. Il ne s'agit pas uniquement de se centrer sur l'autre, mais plus largement autant de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Être donc attentif aux deux partenaires de la rencontre, à la personne qui consulte et à soi-même en tant que thérapeute. Alors, on pourrait penser, ce que disent la plupart des gens, il faut percevoir son contre-transfert. Oui, c'est bien, mais il suffit pas uniquement de percevoir son propre contre-transfert pour ne pas jouer le jeu névrotique proposé. Mais il s'agit aussi de chercher activement les points de similitude entre le vécu du consultant et le sien propre. C'est ce qui est impliqué dans la danse de gémellité, base d'une profondeur humaine partagée. Une fois cette profondeur humaine partagée, le thérapeute pourra envisager la suite et les actions guérissantes, exposées dans d'autres cartes vertes, mais cette position de base est fondamentale, avant toutes les autres. Enfin, lorsque les deux sont dans une relation étroite, il peut se passer, au moment opportun, la même distinction que celle qui s'établit dans la fratrie proche. L'un prendra une position et l'autre la position complémentaire. Cette spécificité des dyades de deux personnes très reliées se montrera d'une très grande utilité lorsqu'il s'agira pour le patient de découvrir les forces de changement, les capacités nouvelles à mettre en œuvre. Sous réserve, tout à fait paradoxale, que le thérapeute, après avoir envisagé avec le consultant les changements qui seraient tellement utiles, il assure lui-même les forces de frein. Il propose de ne pas aller trop vite, de se contenter d'une toute petite première expérience, que ça va pas être facile, toute petite première expérience dans une voie radicalement nouvelle quand même. Le patient, voyant les forces de frein portées par le thérapeute, puisque c'est lui qui freine et qui dit « oulala, pas si vite, si peu, faites un tout petit peu », se sentira nettement plus libre d'assurer quant à lui l'autre partie, les forces de changement. Et souvent, il ira bien plus loin, bien plus vite, de ce fait-là, du fait de cette polarisation qui est rendue possible par l'étroitesse du lien qui a été précédemment établi. Alors, ce mouvement systémique, force de frein, force de changement, peut paraître un peu étrange quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que ça peut paraître étrange de freiner pour permettre que l'autre change. Bon. Ou ça peut paraître un peu manipulateur. Mais en fait, ça procède du même respect manifesté depuis le début, à savoir que si le changement libérateur n'a pas encore été découvert jusque-là, eh bien c'est bien qu'il y a des forces de frein et que celles-ci doivent être reconnues et prises en charge. Quelques éléments viendront un peu complexifier cette question. Les voici. On pourrait se demander pourquoi ce mélange des vécus similaires ne conduirait pas à ce que le thérapeute se décentre du consultant et qu'il devienne trop centré sur lui-même. Eh bien, c'est parce que le cadre garantit que cette recherche intérieure est effectuée au service du patient. Le cadre horaire, un temps délimité, le cadre de la localisation, le cabinet, les autres points du cadre, le paiement, les repères théoriques du thérapeute, le fait que ça soit sa fonction professionnelle, tout ça contribue au fait que le thérapeute laisse ses propres problèmes à la porte et soit alors au service de l'interlocuteur. Ajoutons bien sûr que le travail psychothérapique et psychanalytique effectué auparavant l'aura en bonne partie débarrassé de la tentation de mélanger ses problèmes avec ceux des personnes dont il s'occupe. D'où l'importance que le thérapeute ait travaillé sur lui-même. Et libéré de la partie qui le concerne lui trop étroitement, il peut assurer cette vibration émotionnelle partagée. Il peut aller dans l'émotion avec l'autre, mais sans quand même que ça se voit parce que ça décalerait trop la personne de sa propre recherche. Mettons par exemple, le thérapeute peut parfois
avoir les yeux humides, tellement il est harmonisé avec la souffrance du patient, mais il va pas se mettre à pleurer lui-même, parce que ça décalerait le patient de sa recherche personnelle. Il y a aussi d'autres situations à connaître qui sont un peu plus complexes et qui font que la danse de gémellité va être mise à l'épreuve. Par exemple, ce qu'on appelle en psychanalyse l'identification projective. Le cas est suivant. La personne raconte un événement terrible qui lui est arrivé dans son histoire. Par exemple, elle a été abusée salement, violemment, durant un temps important, et elle décrit ça sans émotion, platement, comme un fait dénué d'importance. Alors que parallèlement, le thérapeute est bouleversé émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, en fait, il se passe que la personne est clivée, coupée de son émotionnel traumatique qui serait trop violent à retrouver, et c'est le thérapeute lui-même qui se sent bouleversé, qui sent en lui ses émotions interdites et rejetées. Tant mieux, parce que au moins l'un des deux peut commencer à s'approcher du foyer incandescent douloureux. Mais là, on peut pas dire qu'ils sont sur la même vibration. Il n'y en a qu'un des deux qui supporte le poids émotionnel. À l'inverse, la personne pleure, manifeste fortement son émotion, et le thérapeute de son côté ne ressent rien, reste insensible. Que se passe-t-il? Deux options sont possibles. La plus probable est la suivante. Le thérapeute ne ressent rien parce que l'émotion est jouée plutôt que ressentie. Et le fait même de ne rien ressentir lui indique le niveau dans lequel ils sont tous les deux actuellement. Première option. Deuxième option, l'émotion est ressentie par la personne, mais la situation évoquée par cette personne vient tellement heurter le thérapeute dans une de ses zones mal travaillées qu'il se coupe de son ressenti émotionnel interne. Alors dans ce cas-là, par contre, lui, il aura d'autres signaux qui viendront lui indiquer qu'il est en train de s'égarer. Des sensations physiques désagréables souvent. Envie de vomir, envie d'arrêter la séance, sensation de froid, etc., etc. Donc, tout ça lui indiquera que il faut parler en supervision afin de travailler sa zone aveugle. Enfin, un phénomène bien connu dans le domaine psy, le contre-transfert dont je parlais tout à l'heure. Celui-ci se manifeste à l'intérieur du thérapeute par une pression, qui incite vers une direction. Pression inconsciente, mais malgré tout, pression, une sorte de désir mettons, de donner des conseils actifs ou bien désir d'énervement contre le patient ou envie de dormir ou envie de prendre en charge la vie de la personne, etc. Tout ça, c'est induit chez le thérapeute par un jeu inconscient proposé par la personne. Il est invité inconsciemment à prendre une certaine place, une certaine attitude, qui en fait reproduira la situation traumatique de base. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Si par erreur ou par non-perception interne ou autre, le thérapeute joue le jeu proposé, alors la compulsion de répétition qui est sous-jacente à tout ça ne fera que confirmer le patient dans sa vision du monde problématique, source de ses symptômes. Et bien entendu, ce sera l'échec du changement possible. Dernière remarque, conformément à la complexité qui nous caractérise tous. Le thérapeute sera, pour une part de lui-même, ému, touché par le vécu du consultant, etc., en vibration avec lui. Mais aussi, pour une autre part de lui-même, il garde la tête froide et continue son travail au service du patient en ayant une compréhension des enjeux nécessaires et une stratégie théorico-clinique. Évidemment, chaque aspect non développé ici trouvera l'occasion d'être explicité dans d'autres cartes. Pour celle-ci, celle d'aujourd'hui, l'accent est mis sur l'importance capitale, complémentaire à la carte numéro 1, reformulation, importance capitale de s'installer dans un SA2, un système A2.
Le SA2 créera une base nécessaire pour la suite du travail, instaurant un échange marqué par le respect, l'humanité partagée, l'alliance, la marche ensemble vers les zones douloureuses et sensibles, et dans cet échange, le ou la thérapeute se départira d'une position d'expert située à distance qui gèlerait le processus. En résumé, compte tenu du transfert archaïque favorisé par la désorganisation du client du fait de la crise et de l'angoisse, le lien sera fortement marqué par le modèle du mélange des psychismes mère-enfant. Ceci se manifeste par une position thérapeutique située au-delà de l'empathie, dans la sympathie. Le thérapeute s'emploie à trouver en lui-même des vécus similaires à ceux amenés par le consultant, émotions, souvenirs, etc. Appuyé sur ces émotions, il marque, par ses reformulations, l'aspect gémellaire, danse de gémellité. Toutefois, ceci se fait sans rien mettre en avant de son propre vécu. Il se sert de ce qui se passe en lui pour mieux accompagner cœur à cœur. Et ce SA2 permet son identification au patient, au client, pour une part de lui-même. Cette identification est essentielle. Sans elle, la cure ne marchera pas. Et je termine donc par la définition du SA2 que je n'avais pas donnée au début. Il s'agit d'une relation entre le patient et le thérapeute marquée par le fait que ce dernier s'efforce de trouver en lui des vécus similaires à ceux de son interlocuteur. La tonalité de la relation devient un système relativement gémellaire, induisant d'une part une qualité de lien primaire profond et d'autre part une polarisation ultérieure. Cette expérience enrichira l'un comme l'autre et ramènera le vécu de ce que nous avons tous connu dans notre développement psychique, ce qui permettra la sécurité donnée par des psychismes reliés. La suite, et d'autres aspects, se trouvera donc dans les autres cartes du thérapeute. Et comme à l'accoutumée, eh bien, je finirai par une phrase qu'on pourrait retenir. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, sauf ce dont je me suis moi-même interdit la reconnaissance. Voilà. Vous pouvez bien entendu me demander à recevoir le PDF de cette vidéo en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir pour une prochaine carte du thérapeute.